Bon après-midi tout le monde. Donc, on va attendre que quelques personnes rejoignent leur siège. Je sais que c'est la dernière conversation de la journée, de cette dernière journée en plus. Donc, merci d'être restés. Je suis convaincue que vous êtes aussi restés pour le 5 à 7 qui va suivre, mais c'est pas grave. Je suis convaincue qu'on va vous inspirer avec la conversation qu'on aura dans quelques instants sur comment on peut réimaginer les politiques culturelles. Ce sera une conversation en 2 temps. Ce sera une conversation d'abord en anglais avec James Oscar que je vais présenter dans quelques instants et par la suite, on aura une conversation en français avec Morija Kitenge-Banza qui devra se joindre à nous dans quelques instants. Et le tout à l'intérieur d'1 heure. Bien évidemment, vous aurez l'opportunité de poser vos questions, d'avoir et d'entretenir un peu cette conversation avec nos panélistes invités. Donc, tout ça pour concevoir, recréer, échanger sur comment réimaginer les politiques culturelles. Alors, sans plus tarder, avant de le faire venir sur scène, j'aimerais dire quelques mots sur le profil et la bio de James Oscar, qui est un écrivain, critique d'art et commissaire d'exposition dont le travail se situe à l'intersection de la critique expérimentale et de l'investigation anthropologique. Les chercheurs à l'Institut national de la recherche scientifique, où ses travaux ont porté sur la politique culturelle. Et il a été, entre autres, profondément marqué par sa formation auprès du philosophe martiniquais Édouard Glissant et de sa collaboration avec Atto Sekiyutu sur l'œuvre de Frantz Fanon. Fort de 25 ans d'expérience dans l'art contemporain, James a œuvré au Musée des Beaux-Arts de Montréal et a été commissaire en résidence à la Fonderie Darling de 2022 à 2023. Je pourrais vous en dire beaucoup plus sur sa bio, mais je pense qu'il serait le meilleur ambassadeur de son parcours. James Oscar, merci de me rejoindre sur scène. Bienvenue, James. Merci. Alors, so James, we'll have our first conversation in English, if that's okay with you. So, James, I don't know if you wanted to start off by introducing yourself a little bit, maybe something I may have not said in your bio that you wanted to say, that you used to introduce yourself to the public today. I mean, just really that I really work at the intersection of really looking at the problematics in the society in terms of issues of diversity, issues of inequality. But I also work at the same time as, like working as in an anthropological way, at the same time I curate work. So I'm always looking for solutions with the artists that I work with and with the shows that I curate. So I'm consistently moving back and forth between doing a critical analysis and also finding concrete solutions in real time with art practices. I think that sets the table for the conversation that we're about to have. During our prep session, James, one of the things that we've addressed, you and I, and also with the team of Fondation Dynastie, was the fact that you've worked on submitting a cultural policy. And during that work, can you remind us what year did you submit a cultural policy to the City of Montreal? So just so people understand, I mean, I think it's important to make this really clear. A cultural policy is a document. I think it's important to explain this. It's a 100%. Document that the city creates, which decides the cultural plan of the city for years to come. The city has just reformulated their cultural policy. Unfortunately, not many. Do people know this by any chance? Are people aware that they did this? Are people aware? So that's why we're here today, because in a democratic society, you should be able to put your input in and you should be able to have some side of critical feedback. So the cultural policy has been made. I was the only, I think, individual person who went there and presented what they call a mémoire. And if people want to read it, I can give you the information. It's called Rechoreographing Culture in the Age of Rechoreographing Culture in the Age of Cultural Policy. So I think it's important that people are aware of that. So I studied cultural policy at l'Institut national de recherche scientifique, and j'ai déposé un mémoire pour critiquer et pour donner et pour nourrir le document. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris beaucoup de mon document et ils ont nourri la politique culturelle qui est bien. Mais on ne sait pas s'ils vont actionner sur ça en amont et après. Donc, ça reste à suivre un peu à partir des éléments qui ont été captés from the elements. I literally forgot that we were supposed to have this conversation in English. From the elements that were taken from the document, the mémoire that you submitted, we'll see how that strings along. Juste un petit mot. Les gens en arrière, est-ce que vous nous entendez? Nous aussi, et je ne pense pas que ce soit le but de l'exercice.
Donc, je vais en profiter de cet intermède peut-être pour remercier la Fondation Dynastie qui vient de livrer 2 jours de sommet. Sommet de réflexion, d'échange, de discussion, de rencontre aussi, et ce, à quelques jours de 2 galas. Donc, je pense que c'est une équipe, une petite équipe, but a mighty team, I'm confident. Et merci non seulement de nous inviter à avoir cette conversation très importante, d'après surtout le travail que James décrit sur la présentation de ce mémoire. So, James, going back to the document, the memoir that you submitted, the cultural policy, well, to influence and impact the cultural policy, during the prep session that we had, we actually had the opportunity to take a look at it. And I'm going to read an excerpt of that document just for you to walk us through how a cultural policy plays a role in, and I quote, influencing who has the right to dwell, to remember, and to create meaning and place. How do you go about creating not only that document, but making sure that it influences the right people? Okay, well, it's important, first of all, to know that cultural policy, far from being something which is neutral, it actually has a power. It has a power on who dwells in a society and how you dwell, how you live in space and time. And what does that mean? It means who has access to cultural infrastructure. So you may not be aware of it, but there are certain infrastructure in the city that may or may not be available to you because of what's been included in that document. Also, it's important to realize that cultural policy, far from being neutral, also determines whose histories are actually seen and actually who may remember in some ways. And how you're saying, does that happen? Monuments, museums. And these have power over us. I'm not saying that we don't have agency, but these have power over us. The next thing is, how do cultural policies, far from being these neutral documents, one of the most important things that they do is that they determine how you have meaning in a society and how you live meaning in a society. And what I mean by that is meaning at the center. Yes, we're all agents here. We make films, we make art, etc. But who has the central role in the society in terms of what the production of knowledge is? C'est ça qui est très important. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est qu'on penche beaucoup sur la représentation. Et avoir des expos d'artistes noirs, d'artistes indiennes et tout ça, mais c'est des choses éphémères. We are not changing the production of knowledge. We are not changing the aesthetic codes that are at the center of society, and we're not changing also the languages that are at the center of society. Apart from the history, the production, but also the notion of space that you're mentioning, James, I think one of the elements that were also important in the document that you submitted was the notion of presence. And I want you to explain to everybody, what do you mean exactly by that? How do you represent presence, first of all? And how can we go about it to multiply the different stages or the different aspects of presence? I'm going to read from a section of a book that I'm writing, which is called Creativity Machines, Creativity Dreams. So we are at a juncture where new forms of presence must be invented. Presence, as I define it, is not just physical occupation of space, but it is gestural, it is relational, it is symbolic inhabitation of meaning. In an era of ecological collapse, systemic erasure, and algorithmic control, traditional forms of presence are not sufficient anymore. What I mean, again, is this notion of representation. It's not enough that we're having ephemeral exhibitions in museums, that we're having ephemeral shows in galleries. What is more important right now is that we actually are at the center of the production of knowledge, at the center of how people think about what identity is in the state and in the society. So one of the things that I would say, and this is just me from an anthropological perspective, is people might say, okay, well, what do you mean by culture? What do you mean by presence? What do you mean by that? So I'll give a really basic example, at least how I'm writing about this in my book. Culture for me, the first thing that I think of when I think about culture is a gesture. That's the first thing I say. What do people mean by that? So a gesture, as we know, is like if you just do like that. Something like that, or if you just go like that. That's a gesture, right? But what is making culture?
Culture is when a gesture is, quand c'est émergent. And what I mean by that is if you look at the voguing in our community, the black gay community, when you see them doing this and doing that, ça c'est un geste émergent. Ça c'est la culture. Et on a ça. We have this power. So for me, making presence in the society is actually the collective ability of making these gestures together, which I don't think we're doing enough of as a black community. I think as a black community, I think we're still divided in terms of what the black communities are, who they are, how they unite. And I think what is most important is that we have moments of, there's an anthropologist called Victor Turner, and he doesn't talk about community, he talks about communitas. And what he means by that is those moments where we express those gestures together, those moments of complete expression. Think of being in a rave, thinking of being in a dance hall party, think of being in situations like this. So if we're talking about new radical ways to have presence, I think in Montreal right now we're lacking a space where we can actually express this on an ongoing basis, collective gesture. Yes, there's the parties, yes, there's the once in a while things like this, but we don't have a physical space in Montreal which is ongoing. There's a group in Toronto called, I just put it aside. I just want to make sure I give the proper name of them. They're called BAND. Is anybody familiar with them? Yes. Mm-hmm. It's Band called Toronto. Black Action, Black Artists Network and Dialogue. This is an example. They have just got a $150,000 grant to renovate a building that they have. So That they own. Yeah. And I think at this point, if we're talking about culture being a gesture, culture being moments of representation, culture being moments where we actually express this together, we need physical space. We need this all the time, on an ongoing basis. Like on a permanent basis. As an anthropologist, a community cannot thrive unless it's not that they are together, but that they are expressing moments of joy, moments of love, moments of gesture together on an ongoing basis. One of the best examples for me in Montreal of a situation which is moving towards this is the Moonshine Collective. They do parties, and if you go to the parties, you feel this communitas, you feel this collective gesture, these moments of complete we deserve this. We deserve to have this. So many things that you've raised in your answer, James, that I want to go back to. First of all, the notion of black community, singular, and I think there's also a question of not how many communities are we talking about within the black diaspora, but can we say black communities, and the fact that who needs to do that? Who needs to create those different forms of presence? For example, like you mentioned, we need those gestures, and we need those gestures in a permanent area. Who needs to do this? First of all, is it the responsibility of black communities? And do we have the ecosystem here in Quebec and Montreal? Let's speak from the Montreal perspective, first of all, because we're talking about cultural policy submitted to the City of Montreal. So let's keep the Montreal perspective and not the Canadian or Quebec one. So is there a sufficient supportive ecosystem or inspiration even from different communities that we might take action or that might influence us to do what you're suggesting right now? Okay, I'm going to give a concrete example of something that's working right now. It's the film community. What's going on in the black film community in Montreal is miraculous. Okay, so there are things working. Okay, good. I don't think it's working in the visual arts. In the visual arts, we have a couple of people who are, when I say visual arts, I mean sculpture and painting. We have some marvelous artists, Clovis Desverrières, Manuel Mathieu, Duville. We have incredible artists, but in terms of like an ongoing ecosystem, I think the only one that's really functioning, where there's mentorship, where there's grants that are being given on a continual basis, where there's some international recognition of not just one or two people, but of a movement, I think. We're in the middle of a renaissance in black film in Montreal. And you know what? I think we have an advantage over Toronto, to be very honest with you. I think we're gonna go much further. I think the next black filmmakers, I'm a bit biased, I work with Henri Pardot. The next
the next renaissance of film is in the Black community. Maryse Le Gagneur, Henri Pardot, Stéphane Verna. J'ai des frissons là, because we're really in the midst of that. So that's the model we need to look to. How did that happen? It happened with Black on Black Film, the group. It happened with Black Wealth Media. There were concrete elements that were taken. When we went to the CBC, Radio-Canada, we marched into Radio-Canada in 2018, and we said, we want money from you. And I gave a talk on the effects of Black children not seeing themselves on TV. And from there on, funds were created, and that started the ball rolling. We need to demand this. We need to demand that we deserve to have space where we can do these collective gestures together. Maybe a follow-up question for you on that. Are we not on the verge of that, of having, for example, that space? Because we're here at Sommet Dynasty. I should know the answer to that. I'm guessing this is the 2nd or 3rd edition. Please forgive me. So are we not on the verge of having those, I want to say, multiple acts of gestures where we demonstrate culture, first of all? And speaking of BAN Toronto, which has been active for quite some years now, and we are, even in Montreal, on the verge of having the SECAM, like a little space for the cultural, I want to say, ecosystem. Don't you think that different, even if they're ephemeral, like you said, they are like the beginning of what we're supposed to have permanently? Are we in the right direction, maybe in summary? We have to clean house, I think. Oh, we only have 5 minutes of a conversation left, right? I think, honestly, it's important for us to be honest about who the Black community is, who is speaking on behalf of the Black community. And we need to step back and we need to see what the past of Montreal is. The past of Montreal is the Sir George William riots. The past of Montreal is the Congress of Black Writers. And if people are not aware of this, the Congress of Black Writers took place in 1968. And there were 3 congresses in history of Black people coming together on a world level. The first was in Paris, the second was in Rome, the third was in Montreal in 1968. I think we need to roll back and we need to come together and have a kind of a summit and talk about how do we include all the communities, the Anglo-Afro communities, the Franco-Afro communities. How can we honestly start having a situation where there's not a monopoly on cultural production, where there's an honest-to-God conversation. I think me being on the stage as an Anglo from Trinidad, I think it's a big step forward. I've been having amazing conversations with the director of Gala Dynasty, Carla Beauvais, about including us, about including more. So I think we're on the verge of it, right? But we have to realize that we cannot fall into the trap of the Québécois who have definitely said that the Franco language is how we operate and the Franco imaginary is how we operate. We are Black people. We have a much more beautiful vision of the world, which is Pan-African. I went to Portugal last year. I was invited by the Portuguese government, and just seeing the things we can learn from the Black Portuguese community even, it's incredible. And I think we need to widen our view of what the Black community is. Maybe one last question for you, James, before I transfer to the audience. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en français ou en anglais. Comme vous avez vu, James parle les 2 langues. Just to finish up, James, as an expert, one of your recommendations in the cultural policy that you submitted is to adopt a bottom-up and collaborative approach to urban planning and cultural decision-making. How does that work, or even what does that mean exactly, especially in light of the context that we have right now? I could name Trump, I could name a lot of different crises that we're living right now. How do we go about it? I think the most important thing right now is that we need to look at, we're falling into a trap where we believe that symbolic representation is actual power. And I want to say that again. Symbolic representation is an ephemeral moment in a museum. It's an ephemeral moment in getting grants. It's an ephemeral moment. It doesn't equal power. So once we can realize that the power is to move away from symbolic representation, and that the real way of a bottom up is to realize that
we as a people, we can have the control of the production of knowledge, which means this conversation is much bigger than culture. Why do we have one black man, I think, in Canada who is a PhD in history of art? You know, why aren't we seeing more of our sisters as professors that are born here? So I think the conversation is about the universities, it's about the cultural realm, it's about a larger realm of culture, education, and actioning something from the bottom up instead of from the top down. Thank you very much, James Oscar. Le temps pour vous, je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, Mariam, tu es là. Parfait, je ne t'avais pas vu. Merci beaucoup. Si vous avez on va prendre 5 minutes de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Donc, je ne sais pas comment le formuler, mais je me demandais comment qu'on voit l'implication de la communauté noire à inclure aussi les autres minorités visibles dans le fait. Merci pour la question, James. I think we should have something like this where we talk about it. Yeah. You know, Summit discussion. Yeah, I think there should be a summit on this. You know, I think we need to be frank about this. I mean, myself, I don't. Where are you going? I don't feel completely that I'm completely embraced by the Francophone Black community in Montreal. I think there's a certain, and I don't think it's a Black community thing. I think it's a Francophone thing. So how do we drop this Francophone thing and become Pan-African? So it's really having a conversation. I mean, I think we've talked about having this conversation, and I would love to really just have, like, you know, clean our house inside of our house. But I think me being here, bringing Cameron Bailey, we're definitely moving towards this realization of how important it is to realize that we need to open the door a lot larger. But also to highlight what you just said, it's not only opening the door and recognizing ourselves as Black communities, but also becoming, I was going to say unbecoming Francophones, but becoming Pan-Africanist. I don't think I've seen it that way, so thank you for that. Marianne, merci. En fait, tu as mentionné quelque chose avec lequel je suis très d'accord, puis je voudrais approfondir là-dessus. Tu parlais du fait qu'il faut que la discussion aille aussi au niveau des facultés, au niveau des directions de musées. Tu sais, quand on prend quelqu'un comme Gaëtan Vernant, par exemple, tu sais, moi, je me dis, quand est-ce qu'on va avoir une personne comme ça au Québec? Parce que Gaëtan, elle a dû s'exporter, n'est-ce pas? Well, juste, c'est important de dire que Gaëtan Vernant, c'est le premier commissaire noir d'un musée au Canada. Malheureusement, elle a été chassée de Canada. Elle n'est pas au Canada encore. We have to fight for the next Gaëtan Vernant. You know, we have people like Josephine Denis. Josephine, oui? Non, même pas, je ne la connais pas. Oui, Josephine Denis, she's at BAND. So look out for her. And BAND is becoming a museum. I think they're kind of trying to become a museum. So I think we need to fight for the fact that we're allowed to have more Gaëtan Vernants. Canadian-wide or like Montreal, Quebec? We need it in Montreal, yeah. Okay. I do want to say that I can't announce the details of it, but I think that there's some good things happening. I've been granted a prize by the Canada Council, which will be announced in the summer. Congratulations. So I think that they are opening up the vision for Montreal. But we need to fight for the fact that we're allowed to have more Gaëtan Vernants. And they're there, you know. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Mariam. Merci, James. Thank you so much. Merci de m'inviter. Alors, je ne le vois pas des yeux, mais je sais qu'il est là. Notre prochain invité, j'ai entendu une petite voix. Merci, il est derrière. Je croyais avoir entendu la voix de Nadia. Et c'est exactement la voix de Nadia. Alors, le prochain intervenant que je vais présenter est Morija Kitenge-Banza, qui est président du conseil d'administration de Culture Montréal et artiste canadien d'origine congolaise, né à Kinshasa en 80. Mon Dieu, on a beaucoup de détails sur toi, Morija. Diplômé de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, de l'École des beaux-arts de Nantes Métropole et de l'Université de La Rochelle. Lauréat du Grand Prix de la Biennale Dakar en 2010, il a reçu le prix Sobey en 2020. Et son travail a été présenté, entre autres,
au Musée d'art contemporain de Montréal, au Musée des beaux-arts du Canada, à la Fondation Phi, ainsi qu'à l'international. Ses œuvres figurent dans plusieurs collections publiques et corporatives, dont la BMO, RBC et la Banque TD. Moridja, merci de te joindre à nous. Salut. Ah, tu as tes notes. Mon Dieu, tout le monde a ses notes préparées. Alors, Moridja, on a fait l'exercice avec James tout à l'heure. Je pense que tu as écouté quand même toute la conversation. J'aimerais que tu décortiques pour nous, c'est quoi une politique culturelle? Merci. C'est quoi une politique culturelle? Parce que la thématique, et c'est beaucoup plus avec toi qu'on va l'approfondir, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut réimaginer les politiques culturelles? Donc, mais d'abord, c'est quoi une politique culturelle? Comment est-ce qu'on s'arrange ou on s'organise pour savoir quand? James nous rappelait que c'est un processus, il faut présenter un mémoire. Bref, comment est-ce qu'on s'y prend si on veut présenter une politique culturelle? Ben, merci déjà pour l'invitation. Moi, je vais essayer de parler pas au nom de la ville. Essayez. C'est le mot-clé, essayez. Ben déjà, parce que c'est pas ma mission première. Mais en fait, une politique culturelle, c'est juste comme toutes les autres politiques publiques. Ça va être une politique qui va permettre au fait d'accompagner tout le milieu culturel, donc de mettre des balises qui permettent d'accompagner une vision qui est commune à ce qu'on pense de la société, qu'elle soit diversifiée ou non, mais ça va être ça une politique. C'est un peu comme si on mettait en place une politique pour la sécurité publique. On va décider par exemple que à partir de, je sais pas moi, de cet endroit, on va mettre des policiers pour sécuriser. Alors, une politique culturelle, ça va être aussi dans la même vision de dire qu'on veut par exemple avoir plus de maisons de la culture pour avoir l'accessibilité, permettre aux gens de s'exprimer. On veut permettre aux gens d'avoir l'accessibilité aux concerts avec l'OSM. En fait, on aura une vision d'ensemble. Tout le monde est content d'avoir les festivals l'été. Ben, avoir ces festivals, le financement de ces festivals, penser tous ces éléments-là, ça fait partie de la politique culturelle. Donc c'est un accompagnement d'une politique publique. Mais l'objectif, au final, c'est quoi? Parce qu'avec les exemples, et je comprends bien que ce sont des exemples que tu nommes, est-ce que l'objectif, c'est de multiplier les espaces et les opportunités ou l'accessibilité? Ou est-ce qu'il y a peut-être un objectif, je lance comme ça, d'éducation ou même de définition de la culture à travers notre identité commune? Bref, c'est quoi l'objectif d'une politique culturelle? La politique, elle ne vient pas définir la culture. OK. Elle vient accompagner, au fait. D'accord. La vision, c'est une vision, ben, comme je dis, je ne veux pas parler à la place de la ville, donc je fais vraiment tu fais attention. Attention. En fait, la vision, c'est ce qu'on pense en commun, c'est quoi la culture qu'on veut défendre. Comment est-ce qu'on veut que cette culture existe parmi, à travers nous. Comment est-ce qu'on veut... Déjà, on va souvent dire politique de développement culturel, parce que la culture est aussi un moyen de développer un territoire. Donc, du coup, ça va être aussi cette vision qu'on va mettre dans cette politique qui, au fait, va permettre... C'est comme ça qu'on va souvent faire intervenir les gens du milieu, parce qu'une politique culturelle, on ne peut pas juste être dans son bureau et décider de dire « je veux faire une politique culturelle ». Donc, on va d'abord faire un état de lieu. On va voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et donc, je pense que même la première politique culturelle de la ville de Montréal, c'est 2005. Donc, vous voyez, en fait, donc c'est la première politique qui a été déposée. En fait, c'est 2005. Et voilà exactement. Donc, c'est vraiment une politique publique qui permet d'accompagner le milieu culturel. Mais on voit aussi que c'est une pratique relativement récente, on peut le dire comme ça, au cours des vingtaines, enfin, en fonction de qui regarde. Ben, en fonction... C'est récent peut-être pour ici, mais c'est les politiques culturelles dans d'autres pays, elles existent, les plus vieilles, la France, ça existe depuis longtemps. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a une particularité ici au Canada, c'est qu'on a un niveau fédéral, provincial et municipal. Donc la politique culturelle dont on parle là, c'est la politique culturelle municipale. Donc c'est pas la politique culturelle du gouvernement provincial et c'est pas non plus une politique culturelle au gouvernement fédéral. Donc les objectifs ne vont pas être pareils et la politique va aussi dépendre de qu'est-ce que la ville a comme mission, qu'est-ce qu'elle a comme levier au fait. Donc la ville de Montréal ne va pas avoir tous les leviers qu'ont à la ville de Paris, la ville de Nantes, la ville de Bruxelles ou même la ville de Washington ou la ville de New York. Donc des fois on va vouloir demander à Montréal de faire des choses, mais peut-être que c'est pas dans sa mission de faire ces choses-là.
Je te suis et merci de faire mon éducation là-dessus. On va répondre à la question, surtout pour l'auditoire qui nous écoute et qui est à 22 minutes du cocktail, il ne faut jamais oublier. Donc, il faut qu'on les garde éveillés et concentrés jusqu'alors. Mais tu amènes un élément intéressant. Puis peut-être ma dernière question pour mon éducation personnelle par rapport au palier provincial et fédéral. Est-ce que dans la création d'une politique culturelle municipale, les décideurs ou les acteurs se parlent pour faire en sorte que ça, comment je pourrais dire, que ça concorde Quel décideur? au municipal, Les au décideurs provincial, au fédéral? Est-ce qu'il y a Non, une parce que- concertation? Tiens, je vais aller plus facilement comme ça. mais Est-ce qu'il y a là, une concertation? Là, tu m'envoies. Je ne suis pas de la ville. de Mais non, Montréal. je prends pas. Là, tu es en train de m'envoyer dans. Je ne suis pas non plus candidat aux élections. Alors, Mais- ramenons Mais pour la amener- conversation ici. Mais pour la, je pense. Là, je parle de Hypothèse. mon analyse, Faisons- de hypothèse. oui. Ils n'ont pas besoin de se concerter parce que la ville a ses propres D'accord. objectifs et sa mission, en fait. Donc, la Intéressant. ville de Montréal, quand elle met en place sa politique de développement culturel, ne va pas aller consulter le fédéral ou le provincial. Je pensais provincial l'inverse, pour mais ça, tu en fait. réponds à ma question. Voilà. Parfait. Donc, merci de faire mon Mais éducation là-dessus. il faut juste comprendre que par exemple, le sommet Dynastie, c'est une OBNL, en fait. Oui. Donc, tous les OBNL qui sont ici dans le milieu culturel vont parler à tous les Peuvent. paliers, en fait. Oui. Donc, c'est comme ça que je dis, il y a des demandes qu'ils vont faire à la ville parce qu'ils savent que la ville a cette mission-là. Il y a d'autres demandes qu'ils vont aller faire au niveau de la province parce qu'ils savent que la province a cette mission-là et ainsi de suite, au fait. Parfait. Merci. Alors, Maurizio, on va tenter de répondre à la question du panel. Comment est-ce qu'on peut réimaginer des politiques culturelles? Alors, réimaginer une politique culturelle, on peut tout réimaginer. Parce que la politique culturelle, elle n'est pas figée. Il y a une politique culturelle qui est mise en place, mais après, comme elle n'est pas figée, il y a les plans d'action qui permettent de pouvoir faire pas mal de choses. Mais comme moi, je suis toujours l'avocat du diable, j'aurais envie de dire, déjà, félicitations à James Oscar. Ah, il est où, James? Ah, il est là. Ah oui, oui. Donc, je veux vraiment le féliciter, c'est très important, parce que là, jusqu'à présent, j'ai fait des recherches. Je pense que c'est la première personne des communautés noires qui dépose un mémoire dans le cadre des politiques culturelles. En tout cas, jusqu'à présent, pour savoir que c'est 2005. Donc ça, c'est important de le dire, au fait. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que si on veut réimaginer une politique culturelle, il faut que chaque structure des communautés noires aille déposer des mémoires. Puis là, j'aimerais juste appuyer ce que tu viens de dire à titre individuel, parce que là, les OBNL peuvent le faire. Puis on Les sait pas, OBNL mais peuvent le faire. À titre individuel, on peut aussi le faire en tant que citoyen. Exactement. Donc, c'est possible de le faire aussi, donc pour information aux personnes C'est possible de qui nous le écoutent. faire. C'est possible de le faire. Et je vais essayer même de taper encore le clou sur le marteau. Moi, j'ai fait la publicité des dépôts de mémoire à plusieurs personnes qui n'ont pas déposé de mémoire. Donc, c'est difficile de réimaginer une politique culturelle. Si on parle, parce qu'on est au sommet Dynastie, c'est difficile de la réimaginer avec nos communautés si nos communautés ne déposent pas de mémoire. Parce qu'il n'y a personne qui va penser à notre place, au fait. Nous, on connaît nos problématiques, on connaît les difficultés qu'on a, on connaît notre milieu. Donc, c'est à nous d'aller dire, il nous manque, par exemple, ici, dans tel endroit, on aimerait avoir plus la possibilité de faire plus de, de danse traditionnelle ivoirienne. On aimerait faire plus de théâtre avec les communautés ici. On aimerait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire ou ils vont tout mettre en place, parce que comme toute politique publique, il faut de l'argent qui accompagne ça, au fait. Donc, réimaginer les politiques culturelles, notre travail en tant que communauté, en fait, les plusieurs communautés, moi, je pourrais dire, il y a plusieurs possibilités, mais nous devons être partie prenante. On ne doit pas attendre qu'on vienne nous chercher pour aller réimaginer les politiques culturelles. Je te challenge là-dessus, puis c'est une suite de la discussion qu'on vient d'avoir avec James à ce sujet exactement au niveau des communautés. Communautés noires, pas au singulier, au pluriel. James suggérait, par exemple, il faut qu'on ait des sommets comme le sommet Dynastie ou un spécifique où on a ce type d'échange suite à la question, entre autres, qu'il y a eu dans le public, de pouvoir un peu discuter de ce qu'on peut faire comme lien ou mieux apprendre. Est-ce que tu penses entre ou au sein plutôt des communautés noires, on s'entend déjà sur nos besoins, sur les défis? Puis là, on parle niveau culture seulement, on ne parle pas économique ou autre, etc. Culture, pour être en mesure d'être partie prenante suffisamment dans le cadre
présentation ou le dépôt d'une politique culturelle? Mais Ou est-ce qu'il faut s'entendre? Ou du moins, faut-il s'entendre au sein de multiples communautés noires pour être en mesure de le faire, cet exercice? Mais je ne pense pas qu'on doit y aller en tant que communauté, OK. mais on doit aller en tant que structure culturelle. Quelles sont les structures qui existent déjà dans nos communautés, au fait? Parce que l'idée, tu sais, il y a plusieurs communautés. Hein. Il y a les communautés indiennes, il y a les communautés chinoises, il y a plusieurs communautés, oui. en fait. Et donc, si on pense en termes de communauté, on ne va pas être la seule communauté qu'on va servir en premier. OK. Peu importe tout ce qu'on peut dire, on a vécu ça, on a fait... les personnes ou la personne qui est au bout de la table là-bas ne va pas dire non, je veux d'abord servir les communautés noires. OK. Y aller en termes de structure avant. et On pas doit aller en communauté. termes de structure et c'est important. Ça, c'est mon avis. Après, Ça fait du sens. On t'écoute. On écoute la suite C'est mon avis. de ta logique. Donc, on doit y aller en termes de structure parce que, imaginons, disons dans la communauté noire d'origine marocaine, parce qu'il y a des Noirs aussi au Maroc. Donc, dans la communauté noire d'origine marocaine, eux, ils ont une librairie quelque part ici à Montréal. Ils ont d'autres besoins que la communauté congolaise dont je fais partie n'a pas, au fait. Donc, je ne peux pas emmener un mémoire en disant mon mémoire en tant que communauté congolaise, et même dans la communauté congolaise, on n'aura pas les mêmes besoins pour les projets culturels. On n'habite pas dans les mêmes quartiers. On n'habite pas dans les mêmes arrondissements. Donc, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, la façon de structurer, c'est bien d'avoir des sommets comme ça, tout justement pour voir les réalités et les complexités de nos communautés. Mais la façon de structurer les demandes ou d'aller déposer les mémoires, plus on a de mémoire, plus la partie, bon, j'utilise le mot partie adverse, plus la partie adverse va voir la complexité de nos communautés pour pouvoir financer différemment. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pas seulement à Montréal, dans le monde entier, quand il y a des communautés noires, on nous met tous dans le même bloc. Donc ça nous enlève la complexité et la lutte qu'ont nos communautés, au fait. Donc si aujourd'hui, avec le dépôt de mémoire, il y avait 50 mémoires qui venaient des communautés noires, ben ça change la donne de la façon que les politiques vont penser, vont se dire, mais là on a 50 mémoires, donc ils vont aller chercher, ils ne vont pas tout donner parce que c'est impossible de tout donner, mais d'avoir 50 mémoires qui viennent des communautés noires, ben le politique, l'élu qui est en face se dit, mais là, j'ai une complexité que je ne voyais pas avant, j'ai une complexité avec laquelle je dois vivre, donc peut-être que je dois aussi changer mes plans d'action, je dois changer. Et là, ça ramène aussi d'autres questions. C'est quoi notre levier en tant que les communautés noires, mais notre levier politique? Et ça, c'est très important, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on ne nous donne pas, admettons, on ne nous donne pas $100, qu'est-ce qu'on a comme levier en disant, mais comme vous n'avez pas donné $100, ben, la prochaine fois, tu ne passes pas aux élections? On n'a pas ce levier-là, en fait. Aujourd'hui, on est beaucoup à Montréal, mais est-ce qu'on a un levier politique qui fait, entre guillemets, peur à la partie adverse? Parce que c'est un jeu, en fait. La politique, c'est un jeu, et à un moment donné, on doit prendre conscience que c'est un jeu, et ce jeu, on doit savoir jouer dedans, en fait, parce qu'il n'y a personne qui va nous donner des cadeaux. Tu me fais penser à un édito personnel, c'est que ce levier-là, on a réalisé qu'on ne l'avait pas au niveau municipal, et je fais un clin d'œil à quelqu'un dans la salle qui m'a appelé pour se plaindre juste après, que je ne regarderai pas dans les yeux pour ne pas l'identifier, mais effectivement, on a réalisé récemment qu'on n'avait pas ce levier au niveau municipal, mais on l'a peut-être au niveau fédéral, mais à la pièce. Mais pas assez. À la pièce, c'est ça, je n'ai pas fini ma phrase, mais à la pièce. C'était mon édito personnel, mais effectivement, est-ce qu'il faut se rendre là? Donc tout, comment je pourrais dire ça? En bout de ligne, la réflexion, le dépôt de mémoire, on fait cet exercice-là, mais au final, si on n'a pas l'influence politique, on n'arrivera pas à atteindre ce qu'on veut atteindre? Non, pas forcément, parce Ok. que ben, les élus ont une vision aussi. Ils se disent que ben, là, ils vont saupoudrer un peu, ils vont mettre ici un peu, là. Donc, il y aura quand même quelque chose. Mais la force d'avoir plusieurs mémoires de déposer, c'est une force qui permet au fait d'avoir une vue d'ensemble en art visuel, en musique, en théâtre, en danse, et même pour les pratiques amateurs. Donc, il n'y a pas que les professionnels qui peuvent déposer, il y a aussi des gens en pratique amateur qui peuvent déposer. C'est que ça va permettre tout justement d'avoir ces mémoires-là qui sont déposées pour les consultations. Ça nous permet en tant que communauté, en tant que les communautés au fait, de donner l'accessibilité
à nos enfants, aux gens de nos communautés, dans une éducation artistique qui va aussi les permettre de se retrouver dedans, en fait. Aujourd'hui, on va parler, par exemple, on dit il n'y a pas beaucoup de jurys, de membres de jury qui sont des communautés noires. C'est vrai, mais il y a un travail qui a été fait. Dans quelle industrie? Dans l'industrie, moi, je parle des arts visuels, parce que moi, je suis en d'accord. arts visuels. Je ne parle pas du cinéma, pas de la musique, je veux parler des arts visuels. Ça marche. On va dire, par exemple, que, et ça, c'est vrai, qu'il n'y a pas de directeur de maison de la culture qui est issu des communautés noires. Oh, là, tu veux parler au nom de la ville. OK. Non, je ne parle pas au nom de la ville. Je donne des exemples. Mais en même temps, dans mon cercle d'amis, quand je parle beaucoup aux gens des communautés que je connais quand même, souvent les gens vont me dire « Ah, mais moi, je veux gagner un salaire de 150 000. Je veux un salaire de 200 000. Ah, mais moi, je vise à avoir un salaire de 300 000. Mais en culture, mes amis, tu ne vas pas avoir un salaire de 100 000. Désolé. » Donc, si on passe notre temps à vouloir avoir des salaires de 300 000, mais qu'en échange, quand on a les 300 000, on ne fait pas des dons dans les institutions culturelles pour que ces institutions culturelles soutiennent des artistes de nos communautés et qu'on garde les 300 000 pour acheter sa belle voiture, ben vous allez toujours vous plaindre qu'il n'y a pas des artistes noirs, il n'y a pas ceci. Ça, c'est un. Et deuxièmement, si on n'est pas plusieurs personnes des communautés noires à travailler dans la culture, même si ça ne donne pas de l'argent, ben on ne va pas être présent. Parce qu'à un moment donné, on fait des choix, chacun fait des choix dans sa vie, mais ces choix qu'on fait, si on fait des choix en tant que communauté, ben on ne peut pas tous être des patrons. On ne peut pas tous être des présidents, on ne peut pas tous être et ainsi de suite. Parce que là, on parle de communauté, on parle de culture. Et si, en tant que communauté, on n'est pas capable de travailler dans le domaine culturel pour protéger nos cultures, les partager, les faire comprendre aux autres, et qu'on n'est même pas capable de soutenir. Par exemple, James Oscar a parlé tantôt de BAND. BAND est un organisme aujourd'hui qui est en train de chercher 2 millions de dollars. BAND est un organisme qui soutient les artistes en art visuel. Ça va faire 2 ans qu'ils cherchent 2 millions de dollars. Vous pensez vraiment qu'au Canada, là, les communautés noires ne peuvent pas, à Toronto en plus, ne peuvent pas sortir 2 millions de dollars? Oui, on va avoir l'argent des subventions, mais en tant que communauté, si on n'est pas capable de dire « Ah, mais vous ne donnez pas l'argent, mais nous-mêmes, on va mettre de l'argent », ben, on ne va pas nous respecter. Et c'est aussi ça notre problématique. À un moment donné, on crie, mais on doit être aussi proactif, au fait. Et si on n'est pas proactif, on va toujours crier, au fait. Je suis 100% d'accord, et si je me fie au bruit que j'ai entendu dans la salle, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord aussi. J'arrive pas à le faire avec ma main gauche, mais je pense que les gens comprennent. Les applaudissements silencieux, merci beaucoup. Merci. Parce que tu soulèves plusieurs points. J'aimerais peut-être pas revenir sur chacun d'eux parce que le temps file, mais effectivement la notion de philanthropie, mais aussi la notion de, pas de développement économique, mais de richesse, on va dire ça comme ça, au sein de la communauté, entre guillemets. Richesse, moi, ce que j'ai appris en philanthropie, là on part un peu vite, mais on va revenir en politique culturelle. Oui, tout à fait. Avant, je pensais que pour être philanthrope, il fallait être milliardaire. Tout à fait. Mais en fait, pour être philanthrope, on n'a pas besoin d'être milliardaire. Zéro. Et c'est aussi... Parce que, en fait, les choses sont tellement interliées, interconnectées, en fait. Tu sais, il y a une politique culturelle, ça, c'est le côté public. C'est-à-dire qu'on met en place une politique culturelle qui va dire qu'on va soutenir les festivals, on va soutenir les musées, on va soutenir ceci, ainsi de suite. Dans cette politique culturelle, il y a des gens qui donnent des mémoires, qui disent que nous, on veut par exemple que le théâtre, on ait plus de soutien, qu'on puisse inviter, qu'on ait la facilité d'avoir des artistes qui viennent dans nos théâtres, qu'on ait de l'argent pour l'accessibilité. Les festivals vont dire, mais nous, on aimerait avoir la possibilité de travailler plus tard. Par exemple, là, en ce moment, il y a la politique pour le bruit, j'oublie le terme, dans le centre-ville. Il y a toute cette politique-là. Et les mémoires vont contribuer dans tout ça, au fait. Il faut pas oublier, il y a des grands festivals, il y a des petits festivals, donc il y a les maisons de la culture, enfin il y a tout ça, et nous on se retrouve parmi toutes ces choses-là. Donc si on veut avoir un levier, le levier on va aller le chercher à plusieurs façons, à plusieurs endroits. On va d'abord aller chercher un levier politique parce qu'on a beaucoup d'élus. Tu vois, je regardais par exemple la ville de Washington, la ville de New York, il y a beaucoup d'élus noirs quand même dans ces villes-là, ou bien dans d'autres villes américaines. Donc il y a aussi la facilité que ces élus comprennent les réalités de leur communauté pour en parler. Nous, ici, on a combien d'élus noirs au sein de
de la ville, au fait, qui vont comprendre nos réalités, qui vont en parler. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour avoir des élus, il faut que ces élus aient de l'argent pour faire les campagnes. Donc ça veut dire que dans nos communautés, il faut que les gens qui ont gagné les 300 000, Oui, oui. les Soutiennent. 400 000, ils se disent « Ah, là, je ne veux pas aller en Thaïlande cette année. Je veux soutenir Déborah qui va devenir Ça va aller. élue quelque part. » Et ainsi de suite. Parce que quand elle soutient Déborah, Déborah devient élue. Donc Déborah connaît les complexités de la communauté, ils avancent et tout ça. Et puis l'ami de l'autre qui a soutenu Déborah va dire « Ah ben tu sais quoi, moi je viens de vendre mon château que j'avais acheté, je sais pas moi, à Paris, bref. Mais je veux faire un don au Musée des Beaux-Arts de Montréal de 2 millions. Mais dans mon don que je fais, je veux leur dire que j'aimerais quand même qu'il y ait plus d'artistes noirs parce que j'en vois pas. » En fait, tout est interlié, interconnecté. Et c'est très important, au fait, qu'on soit dans les milieux où les choses se décident. Et surtout, les choses vont se décider dans les milieux économiques. Oui, on doit être là, mais on ne doit pas être là juste pour faire des photos et dire à nos amis qu'on était là. On doit être là pour influencer. On n'est pas obligé de dire qu'on influence. On doit être là pour influencer en cachette, mais on bouge les choses. Et dans le milieu politique, on doit être là pour dire « Hey, moi, je ne vois pas, j'ai fait 4-5 maisons de la culture, je ne vois pas de directeur noir. C'est quoi le problème ? Ça va parler. Ça va... En fait, c'est vraiment comme à un moment donné, on doit prendre conscience de se dire qu'on ne va pas continuer à attendre qu'on nous donne les choses. Je ne dis pas que les gens, tout le monde attend, mais ça, je crois que c'est un mantra qu'on doit se partager entre nous pour qu'on puisse avancer, au fait. Je ne sais pas si, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, sinon tout le monde, mais on vit dans des bulles. Hein, donc, on est biaisé quand on a nos avis, nos perspectives. Mais par rapport à ce que tu dis, pourquoi je voulais relever la notion de philanthropie, c'est que je sens un élan ou une meilleure compréhension au sein des communautés noires de vouloir agir. Effectivement, beaucoup de personnes étaient parties du principe qu'il fallait être millionnaire, milliardaire pour être considéré mécène ou philanthrope, etc. Et les gens voient différentes façons d'agir, de contribuer, de donner. Et même si c'est petit, et ça revient à une des questions, pour terminer, que je posais à James, est-ce qu'on n'est pas au balbutiement un peu de ce que tu voudrais voir? Donc, non seulement cette corrélation ou cette interrelation beaucoup plus entre, il faut qu'il y ait des acteurs dans le milieu culturel, il faut que comme citoyens, on aille exprimer nos volontés dans le cadre d'une politique culturelle, mais il faut aussi que les professionnels, entrepreneurs qui ont de l'argent puissent redonner pour voir ces artistes et pour voir ce type de politique culturelle influencée par les communautés noires. Bref, donc c'est comme une chaîne vraiment interreliée. Mais c'est en train de se passer. On parlait de Ben et, encore une fois, je vais prendre l'exemple du CECAM parce qu'on a vu ce type de mobilisation, on va dire, on l'a vu avec d'autres organisations culturelles aussi, pas beaucoup, 2, peut-être 3 maximum au Québec, à Montréal, ou des gens d'affaires. Et là encore, ça renvoie, j'ai envie de dire, au nombre, parce qu'on est moins nombreux et on a moins de personnes au sein de ces communautés avec ce pouvoir économique. Donc, on voit moins cette action mobilisatrice financière, mais c'est en train d'arriver. Moi, j'ai la perspective. As-tu la même perspective que moi? Toi, venant des arts visuels et moi, on va dire, milieu des affaires. Moi, je n'ai pas la même perspective parce qu'en tant qu'artiste en art visuel, il y a 2 personnes noires à Montréal qui achètent mes œuvres. D'accord. Ah oui, c'est clair, hein, tu vois, la salle est devenue silencieuse. OK. Donc... Déjà, toi, tu n'as jamais acheté mon œuvre. Est-ce que tu m'as déjà... Mais justement, j'allais te dire, bon, on va régler des choses ici, là, devant des gens. Non, mais est-ce mais qu'on en fait, sait c'est que je suis peut-être dur. Je suis peut-être dur avec nous parce que... Non, je l'avoue. Je suis dur avec nous parce que peut-être c'est en étant dur avec nous-mêmes qu'on va à un moment donné se relever, au fait. Parce qu'on a une richesse culturelle dans nos communautés. On est toujours en train de dire, oui, la musique, des fois, si tu regardes, on va dire, ah ouais, la musique, c'est nous, on a volé notre musique. Ah, mais oui, mais les gars, c'est nous. Mais quand est-ce que nous, on va investir dedans, dans notre truc nous-mêmes? Ça ne veut pas dire que je veux qu'on sépare, qu'on dise qu'on doit faire nos choses dans notre coin et tout ça, non. Parce qu'on s'inspire aussi des autres, on s'enrichit des autres et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'élan, ça existe, ça, je vois, j'essaie de voir et tout ça. Mais il y a comme un twist qu'on doit prendre parce qu'on n'a plus le temps, en fait.
Tu sais, si tu regardes le Canada, je vais être un peu chauvin, si tu regardes le Canada en entier, tu regardes Montréal, on a un bassin d'artistes, vraiment, peut-être, bon, je vais être un peu chauvin vraiment, peut-être les meilleurs artistes des communautés noires au Canada sont peut-être à Montréal. Pas peut-être, mais Donc, oui. hein, je vais être un peu chauvin. On a vraiment des très bons artistes, vrai, que ça c'est vrai. soit en art C'est visuel, vrai. en danse, Ouais, en musique, théâtre, ouais. en musique et ainsi de suite. Donc, on en a des bons, en fait. C'est pas qu'on manque des artistes, c'est pas qu'on manque, mais je pense qu'il manque un twist où les gens vont arrêter de consommer ce qu'il y a aux États-Unis. Je sais. Oui, on aime bien consommer les artistes américains et aux États-Unis, ainsi de suite. Oui, parce qu'ils ont tout justement cette force économique et financière qu'ils sont en train de mettre dedans. Mais si on veut être un peu chauvin, on a des très, très, très bons artistes. On n'est pas obligé d'acheter juste mes œuvres à moi. On peut acheter les œuvres d'autres artistes. On n'est pas obligé d'aller seulement dans le concert de tel artiste. En fait, on peut aller aussi. Parce que comme je dis, à force de soutenir ces artistes, à force d'être présent, c'est ça qui donne la possibilité aux jeunes générations de voir en se disant, mais j'ai voulu être, si dans 20, 30 ans, il y aura un jeune artiste qui va dire, mais moi j'ai voulu faire le théâtre parce que j'ai vu, je m'appelle Mohamed Ali. Ah, mais j'ai voulu faire de la danse parce que j'ai vu, partir de ça. à partir de ça. J'ai voulu, en fait, tout le monde, moi-même, quand j'habitais au Congo, je n'allais pas au musée. Hein. Je ne veux pas dire, oui, j'allais au musée. Non, je n'allais pas au musée. J'ai commencé à aller au musée quand je suis allé dans une école d'art. Donc, j'ai dû m'éduquer moi-même et ainsi de suite. Mais comme on parle de culture et que la culture, c'est aussi l'endroit, l'espace qui nous permet d'avoir l'estime de soi, l'estime de se reconnaître déjà en tant que personne, de dire, ben, je suis fier d'être noir, je suis fier d'avoir telle chevelure, je suis fier et ainsi de suite et ainsi de suite. Si on ne contribue pas beaucoup dans ce milieu-là, dans le milieu culturel, on ne fait pas des efforts encore plus d'aider les artistes, d'acheter les artistes, de soutenir. Je trouve ça quand même bizarre. Je vis ici depuis 2011, j'ai une galerie depuis 2019 et j'ai que deux collectionneurs noirs. Là encore, tu ouvres tellement un chapitre. Et si tu demandes à beaucoup d'artistes en art visuel... Collectionneur déjà, même comme appellation, je ne dis même pas comme métier, mais collectionneur déjà là au sein de nos communautés. Mais il y a des gens qui collectionnent, ils ont des tableaux chez eux. Ce n'est pas forcément mes tableaux ou bien des tableaux qui sont dans des musées, mais ils aiment tout noir qui est ici dans cette salle. En tout cas, je dis tout, je généralise. Excusez, les Congolais, on aime généraliser. Mais je veux dire, dans cette salle ici, toutes les personnes qui sont là, ils aiment avoir un petit dessin sur leur mur, ils aiment... L'idée, c'est pas d'avoir un Picasso. Si vous avez l'occasion d'avoir un Picasso, je ne veux pas les empêcher. Je ne veux pas vous empêcher. Mais ce que je veux dire par là, on écoute la musique, on écoute, on regarde les films, on regarde le théâtre. En fait, si on n'arrive pas à soutenir les gens qui le produisent ici, ben, on aura cette discussion dans 10 ans. J'allais dire, c'est un bon mot de la fin qui n'est pas très inspirant, mais c'est une douche froide que tu nous donnes, Morija, pour terminer Non, cette c'est pas une douche conversation. froide. C'est juste pour dire que il y a des choses qui sont faites. Bah, déjà, le sommet Dynastie. Mais oui, non, mais c'est je un t'aime exemple. bien, mais je ne veux pas avoir cette même discussion dans 10 ans. Non. Mais le C'est ça, sommet, la chose. déjà, le sommet Dynastie, c'est un exemple. Je ne suis pas actionnaire du sommet, hein, mais il faut déjà dire que c'est un très bel exemple d'avoir ce sommet, parce que Dynastie, moi, quand je suis arrivé, il a commencé avec le gala. Maintenant, on a un sommet où on peut discuter, on peut partager de ces choses. Mais c'est déjà génial, c'est déjà énorme. Mais déjà dans la salle, si tous les gens là qui gagnent les 300 000, 200 000 se disaient, mais on va faire des dons à Dynastie, on va faire des dons à Bend, en fait, c'est déjà soutenir des choses qui sont à nous pour que ça aille encore plus loin. Et je ne veux pas donner de douche froide, mais je veux juste dire qu'on doit être dans cette réalité et les enjeux sont politiques aussi beaucoup. Oui, elles sont économiques, mais il faut qu'on ait de l'influence. Parce que souvent, j'ai l'impression que nous, notre influence, c'est vraiment juste pour faire le charreau, comme on dit à Paris. Je savais que tu allais, encore une fois, douche froide ou chaude, là, mais bref, les gens sont avant de prendre un verre, Morija. Peux-tu juste les laisser tranquilles? Bref, on a le temps pour quelques questions. Mariam, si tu me le confirmes que non, même pas une question, je crois. Oui, une question. Une excellente question. No pressure. No pressure. Qui se risque? J'en sais le nom. Personne, tout le monde a peur de toi maintenant, Morija. De y a pas de ramasser. mauvaise Ah, il y a une question. question derrière. Je voyais pas. Madame excusez-moi. toute discrète. Ah, au fond. Oui, OK. I'm a black collector.
Oh my God! You can come here. One of the few. Welcome. I think there's more of us than you think. And I wanted to know what programs are here in Montreal that help people learn about collecting and learn how to collect. Tu vois? C'est ça que je disais. Au-delà de deux Traduit. collectionneurs neutres. Pardon. Elle demande, madame demande. Thank you so much for your question, by the way. Est-ce qu'il y a des programmes à Montréal, parce qu'elle est collectionneuse d'art, pardon, et elle demande, est-ce qu'il y a des programmes à Montréal qui apprennent comment devenir collectionneur d'art? Et c'est pourquoi je disais même la notion, l'appellation de collectionneur noir. Non, on ne peut pas dire, parce que les autres ne disent pas peut pas collectionneur dire blanc, métier. collectionneur, non. Non, mais collectionneur. Collectionneur. Tout court. Donc, voilà, elle est collectionneur. Est-ce qu'il y a des programmes pour Mais apprendre on peut et se savoir voir comment après, je peux devenir? vous montrer mes œuvres. Voilà. Mais en fait, il y a des programmes qui sont mis en place par Plural. Plural, c'est la foire d'art Oui. qui est ici à Montréal. Oui, Donc, oui. ils ont un programme d'accompagnement pour les nouveaux collectionneurs. Donc, les gens qui veulent collectionner, qui Really? veulent, qui veulent acquérir Apprendre les des bases œuvres, du métier. apprendre des bases du métier. OK. Donc, Parfait. c'est la seule C'est le entité. seul. Mais peut-être que Dynasty lancerait un programme de collectionneurs. Ah, il y a Arch. Arch. J'ai oublié. Arch. Black World Club aussi? Ben voilà. OK. Ah, Black Wolf Club. Arch. Non, je ne pense pas qu'eux, ils font un programme de Et c'est collectionneur. quoi, Marika, le troisième que tu as dit? Oui, ensuite, tu as dit Arch. Et toi, tu as dit... OK. Ah, mais Féminin? séminaire, il faut être membre du MAC pour avoir accès à séminaire? Non? Bon, ben il y a Seminar. Seminar is from the MAC Museum of the Montreal. It's the good program for you if you want to collectionneur de œuvres d'art. Mais l'idée, c'est aussi des fois... mais en fait, des fois, je pense que on n'a pas forcément besoin d'un programme, mais si vous regardez les artistes que vous aimez à Montréal, déjà d'aller voir au vernissage de ces artistes-là, et ça ouvre déjà les portes, au fait. Et on a quand même des très belles galeries ici à Montréal aussi. La mienne, c'est la meilleure, donc la galerie où je suis représenté, mais qui permettent aussi des fois juste d'ouvrir la porte et d'y aller, au fait. C'est vraiment, je sais qu'il y a des programmes, mais vraiment, n'ayez pas peur. S'il vous plaît, quand on a des vernissages, venez. N'allez pas seulement voir Burna Boy. Venez aussi voir nos œuvres. Parce que je sais que c'est pas pareil, mais où les portes sont vraiment... Des fois, on pense qu'elles sont fermées, mais elles sont accessibles, au fait. Pas toutes, mais elles sont souvent accessibles. Mais that is a great question. Thank you again. Parce que même la notion de art collector, on ne sait pas. Puis Mariam, c'est la gendarme. Je vois une petite main. Merci pour cet excellent panel. Merci à Marja, merci à Deborah et j'aime Oscar pour ces excellentes discussions. Merci.